Au Moyen Âge, quand l'Europe occidentale est, disons-le, assez morcelée, une cité domine tout le reste. Une métropole gigantesque, incroyablement riche, sophistiquée. Constantinople. C'est ça. Et pour cette analyse, on va vraiment plonger dans les sources pour essayer de comprendre d'où venait cette puissance. Exactement. Notre mission, c'est de décrypter comment cette ville est devenue le centre du monde et surtout comment son architecture a servi ce pouvoir. C'est une excellente approche. Parce que Constantinople, ce n'est pas juste une capitale, c'est l'héritière directe de Rome, l'Empire byzantin. Et chaque pierre, chaque mosaïque qu'on va décrire raconte quelque chose de cette civilisation. Alors, commençons par le tout début, ce qui est le plus évident mais aussi le plus essentiel, la géographie. Ah oui, l'emplacement de Constantinople, c'est un coup de génie stratégique. La ville est un pont entre l'Europe et l'Asie et une porte entre la mer Noire et la Méditerranée. C'est presque trop parfait. C'est ça. Même la mythologie le dit. On raconte que la prêtresse Io, qui avait été changée en vache, aurait traversé le détroit et lui aurait donné son nom, le Bosphore. Le passage de la vache. Le passage de la vache, littéralement. Moins glamour, mais ça montre bien que c'était un passage obligé depuis toujours. Et ce mythe, il cache une réalité économique et militaire qui est, elle, implacable. C'est-à-dire? La ville est bâtie sur un éperon rocheux. Et cet éperon, il surplombe l'entrée de la Corne d'Or. La Corne d'Or, ce port naturel incroyable? Un port naturel de 7 km, hyper sûr, hyper profond. C'est un vrai coffre-fort pour n'importe quelle flotte. Et depuis cette position, il contrôle tout. Donc toutes les routes commerciales passent par là. Absolument tout. La soie, les épices d'Orient, les fourrures de Russie, le blé d'Égypte, tout transite par les marchés de Constantinople. C'est le péage obligatoire du monde médiéval. Et cette puissance économique, elle se voit concrètement, j'imagine. Elle se voit dans leur monnaie, l'UD, le solidus d'or, une monnaie qui est restée stable pendant des siècles. Attendez, c'est fou ça. À une époque aussi volatile, avoir une monnaie stable, c'est comme un super pouvoir. Ça veut dire que la confiance dans l'Empire était littéralement monnayée. C'est exactement ça. Le solidus, ce n'était pas qu'une pièce, c'était un instrument de ce qu'on appellerait aujourd'hui du soft power. Mais bon, cette richesse, il fallait évidemment la protéger. Et c'est là qu'on arrive aux défenses légendaires de la ville. Voilà. Alors là, il faut se représenter la scène. C'est une péninsule, donc elle est déjà protégée sur 3 côtés par la mer. Ah oui. Et du côté terrestre, ils ont construit les murailles de Théodose. Ce n'est pas un simple mur. Ah non. C'est une double, voire une triple ligne de fortification sur des kilomètres. C'était réputé imprenable. Et si jamais les murs ne suffisaient pas, ils avaient leur arme secrète. Le fameux feu grégeois. Le feu grégeois, un liquide inflammable, on ne connaît d'ailleurs toujours pas la recette exacte, probablement à base de naphte, il projetait ça sur les navires ennemis. Et ça brûlait sur l'eau. Ça brûlait sur l'eau. Imaginez la panique à bord d'un bateau en bois quand la mer elle-même prend feu autour de vous. C'était l'arme de dissuasion par excellence. C'est une forteresse, mais une forteresse pleine de vie. C'est aussi le cœur politique de l'Empire, avec l'empereur, le Basileus. Et au centre de tout ça, il y a un lieu qui me fascine personnellement, l'hippodrome. Ah, l'hippodrome. C'était bien plus qu'un circuit pour les courses de chars, c'était le théâtre du pouvoir. C'est là que le peuple et l'empereur se rencontraient en quelque sorte. Exactement. Le peuple, organisé en factions, les bleus et les verts, pouvait acclamer l'empereur ou le huer. C'était de vrais groupes de pression politique. Et parfois, ça pouvait très mal tourner. La sédition Nika en 532, c'est bien parti de là, non? Tout à fait. Une simple émeute de supporters qui a failli coûter son trône à l'empereur Justinien. La ville a été mise à feu et à sang, Justinien était à 2 doigts de s'enfuir. C'était une vraie poudrière. Une poudrière. C'était le seul endroit où le pouvoir impérial, quasi divin, était en confrontation directe avec la fureur du peuple. Et c'est justement cet empereur Justinien qui va complètement transformer la ville. C'est le début de ce qu'on appelle le premier âge d'or architectural. Voilà, de 527 à 843. On le surnommait l'empereur qui ne dort jamais. Et après avoir écrasé la révolte de Nika, il lance un programme de reconstruction, mais pharaonique. C'est à ce moment-là que sa femme, l'impératrice Théodora, lui aurait dit cette phrase célèbre. Oui, alors qu'il s'apprêtait à prendre la fuite, elle lui aurait dit « La pourpre impériale est un très beau linceul ». En gros, meurs en empereur plutôt que de vivre comme un lâche. C'est ça. Et ça l'a convaincu de rester, de se battre et de rebâtir la ville à sa gloire. Et pour ça, il va utiliser une innovation technique qui va tout changer. Laquelle? L'invention du pendentif. C'est une solution architecturale géniale à un problème qui obsédait les Romains.
Comment on pose un dôme qui est circulaire sur un plan qui est carré? Ah oui, géométriquement, c'est un casse-tête. C'est un vrai casse-tête. Et le pendentif, c'est ce triangle sphérique qui fait la transition. C'est une prouesse mathématique qui permet de distribuer tout le poids de la coupole sur 4 piliers. Et d'un coup, on libère tout l'espace central. Et le chef-d'œuvre absolu de cette technique, c'est bien sûr Sainte-Sophie, Hagia Sophia. Le chantier est une folie. Moins de 6 ans, avec plus de 10 000 ouvriers. Et son plan, c'est une révolution en soi. C'est une fusion entre la basilique romaine, tout en longueur, et l'église à plan centré, organisée autour d'un dôme. Et à l'intérieur, l'effet est, paraît-il, saisissant. Il est absolument incroyable même aujourd'hui. On entre et la structure porteuse semble avoir disparu. L'énorme coupole, 31 mètres de diamètre, a l'air de flotter à 55 mètres du sol. Comment c'est possible? C'est une illusion d'optique. C'est une illusion de génie. L'astuce, c'est une couronne de 40 fenêtres, percée juste à la base de la coupole. La lumière s'y engouffre, elle frappe les mosaïques en or et elle semble dissoudre la pierre. On a l'impression que la coupole est suspendue au ciel. Exactement. Un chroniqueur de l'époque disait qu'elle était suspendue au ciel par une chaîne d'or. Le but de Justinien était clair, créer une image du cosmos, une représentation du paradis sur Terre. Et pour ça, il n'a pas hésité à piller les anciens temples de l'Empire. Ah non, il a fait venir des colonnes des temples païens d'Éphèse, de Baalbek. Le message politique était limpide. C'est le triomphe du christianisme. On dit même qu'en voyant le résultat, Justinien se serait exclamé « Salomon, je t'ai surpassé ». Et Sainte-Sophie n'est pas un cas isolé pour cette période. Non, bien sûr. À Ravenne, en Italie, la basilique Saint-Vital est un autre trésor, avec ses mosaïques à fond d'or. Et il y a aussi les ouvrages civils, comme la cisterne basilique à Constantinople, le palais submergé, Un réservoir d'eau souterrain gigantesque. une forêt de 336 colonnes sous la ville. Partout, on sent cette volonté de dématérialiser la pierre. Même les chapiteaux hérités de Rome sont sculptés avec une finesse, on dirait, de la dentelle. Après cet âge d'or de Justinien, l'Empire traverse des crises. J'imagine que l'architecture s'en ressent. On entre dans la période intermédiaire, de 843 à 1204. Oui, et c'est là qu'émerge un nouveau type de plan, qui va devenir le standard de toute l'architecture orthodoxe. Le plan en croix inscrite. En quoi ça consiste? Alors, les églises sont plus petites, plus modestes. Le concept est simple. Un carré est divisé en 9 par 4 colonnes qui supportent un dôme central. Et la structure, vue du dessus, dessine une croix à l'intérieur du carré. C'est très symbolique. Très. Et l'intérieur suit un programme iconographique d'une rigueur absolue. C'est une carte du cosmos. Tout en haut, dans le dôme, qui représente le ciel, on a toujours le Christ Pantocrator, le Christ Tout-Puissant. Et en descendant, Juste en dessous, dans l'abside, c'est la Vierge Marie, le lien entre le divin et l'humain. Et plus on descend le long des murs, plus on se rapproche de la terre, avec les anges, les prophètes, les saints. L'architecture et la décoration sont indissociables. Elles racontent l'ordre divin du monde. c'est fascinant de voir cette évolution. On passe de la splendeur impériale de Sainte-Sophie à quelque chose de beaucoup plus spirituel, de plus intime. C'est ça. Mais ce mouvement est brutalement interrompu par un événement terrible. Le choc de 1204, la 4e croisade. Un tournant dramatique. Les croisés chrétiens, détournés par les Vénitiens, attaquent et pillent sauvagement Constantinople, une autre capitale chrétienne. C'est un traumatisme immense. Et les conséquences architecturales sont immédiates, j'imagine. Oui, Constantinople perd son monopole créatif. L'Empire est ruiné, fragmenté, et de nouveaux centres artistiques apparaissent en Grèce, en Serbie, et le style change. Avant, tout l'effort était mis sur l'espace intérieur. Et après 1204, Après 1204, on commence à porter beaucoup plus d'attention à l'extérieur des bâtiments. l'apparence devient plus importante. Exactement. On voit apparaître des maçonneries très décoratives comme le cloisonné, qui alterne la pierre et la brique pour créer des motifs. Les façades s'animent avec des niches, des arcades. L'extérieur devient une œuvre d'art aussi importante que l'intérieur. Ce qui nous amène, malheureusement, à la fin de cette histoire, 1453. L'Empire byzantin n'est plus que l'ombre de lui-même, une ville-État face à un jeune sultan ottoman, Mehmed II. Le rapport de force est tragique. Environ 7000 défenseurs pour tenir des kilomètres de murailles, face à une armée de plus de 100 000 hommes. Mais il n'y a pas que le nombre, il y a la technologie. Il y a surtout la technologie. Mehmed II a fait construire par un ingénieur hongrois, Orban, un canon monumental,
un monstre capable de tirer des boulets de plus de 600 kilos. Ces murailles qui avaient tenu 1000 ans. Elles ne pouvaient rien contre la puissance de l'artillerie. C'était la fin d'une ère militaire. Et pourtant, la ville a résisté 53 jours. Et la chute, au final, se joue sur un détail presque absurde. Un détail tragique. Une petite porte, une poterne, la Chiarco-Porta, laissée mal fermée. Les janissaires, les troupes d'élite, s'y engouffrent et c'est la fin. Le 29 mai 1453, Constantinople tombe. Mehmed II en fait sa capitale, qui deviendra Istanbul. Un nom qui vient d'ailleurs du grec Eistin Pauline, qui veut dire « dans la ville ». Pour les Grecs, c'était tout simplement la ville. L'empire politique disparaît ce jour-là, mais son héritage, lui, va se diffuser partout. Alors justement, parlons-en de cet héritage. Où est-ce qu'on le retrouve? D'abord, et c'est paradoxal, dans le monde islamique. Les premiers grands monuments musulmans, comme le Dôme du Rocher à Jérusalem, sont construits par des artisans formés à Byzance. Et plus tard, les Ottomans eux-mêmes, en transformant Sainte-Sophie en mosquée, seront tellement impressionnés qu'ils essaieront de surpasser sa coupole. Et en Occident, on pense forcément à Venise. L'exemple le plus flagrant, c'est la basilique Saint-Marc de Venise. C'était pas une simple inspiration, c'est une réplique d'une église de Constantinople qui a aujourd'hui disparu. Venise se voyait comme la nouvelle Constantinople. Même Charlemagne s'en inspire. Oui, effectivement. Pour sa chapelle à Aix-la-Chapelle, il copie le plan de l'église byzantine Saint-Vital de Ravenne pour asseoir sa propre légitimité impériale. Mais l'héritage le plus profond, c'est dans le monde orthodoxe. Évidemment, la Russie, la Serbie, la Roumanie, tous ces pays vont développer leurs styles nationaux sur des bases byzantines. Le plan en croix inscrite, la coupole, tout ça reste fondamental. C'est de là que viendront par exemple les fameux dômes en oignon russe. En résumé, la puissance de Constantinople, c'était cette alchimie unique. Une géographie parfaite, le contrôle du commerce et des fortifications de légende. Et son architecture, ce n'était pas juste une démonstration de richesse. Non, c'était une vision du monde. Un cosmos en pierre qui a évolué pendant un millénaire et qui a marqué toutes les civilisations qui l'ont approché. Qu'elles soient amies ou ennemies. Et pour finir, une pensée qui, je trouve, boucle bien la boucle. Le symbole du croissant et de l'étoile, qu'on associe aujourd'hui à l'Empire ottoman et au monde islamique. Oui. Eh bien, les sources nous disent que c'était, à l'origine, un des emblèmes de la ville de Byzance, bien avant qu'elle soit Constantinople. Il aurait été adopté en l'honneur d'une déesse, Hécate, qui aurait sauvé la ville d'une attaque nocturne. Mehmed II n'a fait que le reprendre. C'est incroyable. Et ça soulève une question fascinante. Combien de symboles qu'on croit appartenir à une seule culture ont, en réalité, des origines bien plus complexes, héritées de civilisations antérieures, et parfois même de civilisations rivales?